Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David et aujourd'hui à Board Game 101 pour faire honneur au 4 mai qui était le week-end dernier avec la journée internationale de Star Wars, je vous présente le jeu Star Wars Bounty Hunter, un jeu qui va être édité en 2024 par Zygomatic et qui est distribué au Canada par Asmodee Canada. On veut les remercier de nous avoir envoyé 7 copies de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Frédéric Henry qu'on connaît pour le classique Timeline ainsi que les jeux de figurines de Conan et Batman Gotham City Chronicle. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et les parties vont durer de 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être d'amasser le plus de points de prestige pour devenir le plus grand chasseur de primes de la galaxie. C'est un jeu de draft de cartes et de collection d'ensemble. Alors, Star Wars Bounty Hunter, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de mai 2024, dans lequel vous pourrez gagner une copie de Star Wars Bounty Hunter. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer les 4 cartes zones sur la table pour identifier les 4 pioches de cartes. On aura les cartes cibles, les cartes chasseurs de primes, les cartes du marché Jawa ainsi que les cartes contrat. On va aussi se laisser de l'espace pour une défausse en dessous de chaque carte zone. Et on va former une réserve avec les jetons de crédit impériaux. Chaque joueur va recevoir une main de 4 cartes au début de la partie. La main de départ sera constituée d'une carte de chaque type, donc une carte cible, une carte chasseur de primes, une carte marché Jawa et une carte contrat. Et finalement, on va remettre au dernier joueur qui a visionné un film de Star Wars la carte chef de guilde et ce joueur sera responsable de lire les différentes phases de jeu et d'assurer le bon fonctionnement de la partie. Une partie de Star Wars Bounty Hunter se joue en une succession de tours de jeu. À chaque tour de jeu, le joueur qui est le chef de guilde va aller lire les effets de la première phase de jeu et tous les joueurs vont l'exécuter de façon simultanée. On va faire la même chose avec la deuxième et la troisième phase de jeu et à la fin du tour de jeu, on va enclencher un nouveau tour de jeu et on va enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche les conditions de fin de partie et ensuite on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 3 phases, tel qu'indiqué sur la carte aide de jeu qui appartient au joueur qui est le chef de guilde. La première phase est la phase de pioche, elle va se jouer de façon simultanée. Chacun des joueurs va compléter sa main avec une 5e carte et il peut prendre la carte dans n'importe quelle des 4 pioches, soit une carte cible, une carte chasseur de primes, une carte marché Jawa ou une carte contrat. Par exemple, ce joueur pourrait décider de prendre une carte cible pour compléter sa main. Le joueur qui est ici pourrait opter pour une carte chasseur de primes. Et le troisième joueur, lui, pourrait prendre une carte contrat. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est de choisir une carte parmi les 5 qui sont dans notre main. Cette phase se joue aussi de façon simultanée. Donc, tous les joueurs vont choisir une de leurs 5 cartes et vont la placer face cachée devant eux, jusqu'à temps que tous les joueurs aient fait leur choix. Par la suite, les joueurs vont tous révéler de façon simultanée la carte qu'ils ont choisie pour ce tour de jeu et auront un choix à faire avec cette carte. Ils pourront premièrement décider de vendre cette carte. Si on la vend, on va aller la placer dans la défausse respective et on va gagner un crédit impérial qu'on va placer dans notre zone de jeu. Ou bien l'autre option est simplement de placer la carte face visible dans notre zone de jeu pour tenter de marquer des points. Une fois que tous les joueurs ont décidé s'ils allaient vendre leur carte ou bien la jouer devant eux, on va passer à la troisième phase qui est de donner notre main de carte au joueur à notre gauche. Donc le joueur qui est ici va donner ses cartes à celui-ci. Celui-là va recevoir les cartes de l'autre joueur et l'autre joueur va recevoir les cartes restantes du joueur à sa droite. Et ensuite, on est prêt à commencer un nouveau tour de jeu. Donc, on va recommencer la phase numéro 1, la phase de pioche. Tous les joueurs vont aller se choisir une carte pour compléter leur main. Et on va ensuite continuer ainsi. Regardons maintenant les caractéristiques des 4 types de cartes qu'on retrouve dans le jeu. Premièrement, on a les cartes cibles. Lorsqu'on va décider de jouer une carte cible devant nous, on va la placer dans notre zone de jeu pour pouvoir débuter un affrontement. Un joueur peut avoir plusieurs cartes cibles devant lui et chacune des cartes cibles va pouvoir subir un affrontement pour tenter de se faire capturer.
Lorsqu'un joueur qui possède des cartes cibles dans sa zone de jeu va jouer une carte chasseur de primes, il devra décider sur quel affrontement il veut commettre ce chasseur de primes. Est-ce que je veux essayer de capturer Grogu ou est-ce que je veux essayer de capturer Padmé? Disons que je vais assigner ici Fennec Shand sur la carte de Grogu. On va donc aller placer la carte chasseur de primes vis-à-vis les valeurs de la carte cible. Si jamais la première carte jouée par un joueur est une carte chasseur de primes, il va devoir la placer dans sa zone de jeu pour commencer un affrontement. Si à son prochain tour, il rejoue une carte chasseur de primes, il ne peut pas commencer un autre affrontement, il devra le placer par-dessus son chasseur déjà sur la table. Et lorsqu'il jouera une carte cible, il sera obligé de commettre cette cible à cet affrontement. Il ne peut pas partir d'autres affrontements à ce moment-là. Pour réussir à capturer une cible, on doit additionner des valeurs avec des chasseurs de primes et des droïdes pour avoir des valeurs sur les trois caractéristiques qui sont égales ou supérieures à celles de la cible. Donc si je dois avoir une somme de vert de 5 et plus, 6 et plus pour le bleu et 1 et plus pour le rouge. À mon prochain tour, je pourrais décider de jouer une autre carte chasseur de primes qui va aller s'additionner à celle que j'avais déjà placée dans ce même affrontement et les valeurs vont s'additionner. Donc maintenant j'ai 3 en vert et 2 en bleu, mais ce n'est pas encore suffisant pour capturer bébé Yoda. Je vais continuer d'ajouter des chasseurs de primes. Ici, je vais ajouter 3 en valeur bleue, donc je suis rendu à un total de 5, et 3 en vert et 1 en rouge. Ce n'est pas encore suffisant pour le capturer. Il y a aussi les cartes du marché Jawa. Ces cartes vont arriver en jeu et on va placer les cartes à l'horizontale puisque ces cartes auront un coût d'activation en crédits impériaux pour pouvoir les activer et les utiliser. Il y a deux types de cartes du marché Jawa. On retrouve des cartes caisses qui vont nous donner des bonus de points de victoire en fin de partie si elles sont activées. Et on va aussi compter le nombre de caisses qui sont actives pour chacun des joueurs et celui qui en aura le plus à la fin de la partie va gagner 5 points de prestige supplémentaires. Et on a les cartes droïdes qui vont avoir un coût d'activation eux aussi en crédits impériaux et qui vont pouvoir s'ajouter dans les affrontements pour nous aider à capturer nos cibles. Donc lorsque les joueurs vont placer des cartes du marché Jawa dans leur zone de jeu, ils vont les placer du côté horizontal pour dire qu'elles ne sont pas activées. Et n'importe quand pendant leur tour de jeu, s'ils ont des crédits impériaux, ils peuvent les dépenser. Donc ici, je pourrais dépenser 2 crédits pour activer ma carte de droïde et ensuite aller la placer dans un de mes affrontements. Je peux donc aller la placer pour affronter Padmé ou pour aller affronter Grogu. Disons que je vais me joindre ici aux 3 chasseurs de primes pour tenter de capturer Grogu. Et maintenant, avec l'aide du droïde, j'ai un total de 5 en vert, ce qui est suffisant. J'ai un total de 7 en bleu, ce qui est aussi suffisant. Et j'ai 3 en rouge, donc je réussis à capturer cette cible. Lorsqu'une cible est capturée, on va simplement placer la carte cible à l'horizontale par-dessus les chasseurs de primes et les droïdes qui l'ont capturée. Cette carte va me rapporter 16 points de victoire en fin de partie, mais on va aussi avoir des pénalités pour payer les salaires des chasseurs de primes qui ont contribué à cette capture. De plus, certaines cartes cibles vont nous donner une récompense lorsqu'on va les capturer. Donc ici, je vais aller piocher une carte contrat et je vais la placer directement dans ma zone de jeu. Les contrats sont des objectifs de fin de partie qui vont nous rapporter des points de prestige supplémentaires selon les cibles qu'on a capturées. Et justement, le 4e type de cartes sont les cartes contrat. Donc, lorsqu'on décide de choisir une carte contrat à notre tour de jeu, on va simplement la placer dans notre zone de jeu et les contrats seront comptabilisés à la fin de la partie dans le décompte final. Par exemple, pour ce contrat, je vais gagner 1 point pour chaque carte Padmé capturée, 1 point par carte Omega, et je vais gagner un bonus de 2 points par combo Padmé Omega que j'aurai capturé. Ici, je vais avoir 1 point pour chaque carte Padmé, 2 points pour chaque carte Grogu, et un bonus de 3 pour chaque combo de Padmé et Grogu. La carte Padmé, si je réussis à la capturer, va pouvoir compter pour chacun de mes contrats. Et la partie va se continuer, on va enchaîner des tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à capturer 4 cibles, ce qui va déclencher la fin de la partie. Ce joueur va retourner la carte du chef de guilde et va gagner la récompense qui est indiquée pour avoir déclenché la fin de la partie. Il va donc gagner 1 crédit impérial et il va aller se piocher une carte contrat qu'il va gagner immédiatement. Une fois que la fin de la partie est déclenchée, on va jouer 2 tours de jeu et ensuite on va passer au décompte final des points. Donc les joueurs pourraient capturer plus de 4 cibles pendant ces 2 derniers tours de jeu. On peut utiliser la feuille de score qui est fournie dans le jeu pour calculer le score de points de prestige de chacun des joueurs. Premièrement, on va écrire le nom des joueurs dans la première rangée. Ensuite, on va calculer les points obtenus par les cibles capturées. Les cibles qui n'ont pas été capturées ne seront pas comptabilisées. Donc ici, j'ai 16 plus 14 plus 10 plus 9, ce qui me fait 49 points pour mes 4 cibles capturées.
Ensuite, on va cumuler les points des cartes caisses qui ont été activées. Donc ici, j'ai 2 points plus 4 points. Donc 6 points pour mes 2 cartes caisses. Ensuite, les joueurs vont cumuler le nombre de caisses sur leur carte activée. Donc ici, j'ai 4 caisses au total. Et les joueurs qui auront le plus de caisses recevront un bonus de 5 points de prestige. Ensuite, on va cumuler les points de nos cartes contrat. Donc ici, mon premier contrat, 1 point par carte Padmé capturée. J'en ai capturé 2, donc 2 points. Et 2 points par ensemble Padmé et caisse activée. Donc j'ai 2 ensembles Padmé et caisse activée, ce qui me fait un 4 points supplémentaires. Donc 6 points au total pour cette carte contrat. Pour la prochaine, j'ai capturé une fois Han Solo pour 1 point. Et j'ai un ensemble Han Solo plus une caisse qui me fait un 2 points supplémentaires pour 3 points total pour cette carte contrat. Pour le prochain contrat, 1 point par carte Padmé capturée. Je l'ai capturé 2 fois pour 2 points. Et je n'ai pas capturé Omega, donc je n'ai pas d'autres points avec cette carte contrat. Et finalement, pour ma dernière carte contrat, j'ai 1 point par carte Padmé capturée, j'en ai 2. J'ai 2 points par carte Grogu capturée, j'en ai 1. Et j'ai un bonus de 3 points pour chaque ensemble de Padmé et Grogu. Donc j'ai 3 points supplémentaires, ce qui me fait un total de 7 points pour cette carte contrat. Et finalement, on va soustraire les valeurs des salaires des chasseurs de primes sur les cibles qui ont été capturées seulement. Donc les chasseurs de primes sur les cibles qui n'ont pas été capturées ne seront pas comptabilisés. Donc ici, ça me fait un total de moins 5, moins 7, moins 8, moins 10, moins 14, moins 17 et moins 19 au total pour les salaires de mes chasseurs de primes. Et on va donc soustraire cette valeur-là à nos points pour faire notre score final. Et le joueur qui aura le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de crédits impériaux restants qui va départager l'égalité, sinon ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Star Wars Bounty Hunters. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Star Wars Bounty Hunters? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, j'aime bien la direction artistique dans le jeu. C'est un style très cartoon. Je pense que ça rend bien justice aux personnages de l'univers de Star Wars, donc nos personnages favoris dans une galaxie très très lointaine. On est allé un peu partout dans Star Wars, c'est-à-dire qu'on a pris des personnages dans toutes les trilogies. On a pris autant un personnage comme Padmé qui vient des prequels, on a pris un personnage comme Han Solo, Chewbacca qui sont dans les épisodes classiques, et on a aussi pris des personnages de l'univers du Mandalorien, donc le Mandalorien Grogu, qui sont des personnages beaucoup plus récents et beaucoup plus loin aussi dans le futur. Fait qu'on a mélangé un peu toutes les époques à l'intérieur de ce jeu-là. On a aussi une iconographie assez claire sur les cartes, donc on a évidemment les 3 valeurs, les 3 couleurs. C'est facile de voir quand on met les cartes chasseurs de primes à côté des cartes cibles, ben on voit que les chiffres justement sont vis-à-vis, fait que c'est facile de les additionner, de savoir qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir capturer cette cible-là. On a 2 bonus possibles sur les cartes aussi. On peut avoir soit un contrat supplémentaire, soit gagner un crédit. Fait que c'est des icônes qui sont facilement reconnaissables. Donc c'est vraiment facile de prendre le jeu en main. Donc les règles sont assez simples. On a un livret de règles qui est trilingue, donc c'est 3 livrets de règles dans un, fait qu'on a anglais, français et espagnol, fait que c'est quand même sympathique. Le livret de règles est quand même bien construit, on s'y retrouve très bien, facile à apprendre aussi, parce que ça reste quand même un jeu qui est très simple. Côté gameplay, au début, j'ai lu les règles puis je me disais, bon, ça sera pas tant différent de tous les jeux de draft qui existent, que ça, comme un Sushi Go par exemple, dans un jeu de draft vraiment rapide. Mais au final, il y a quand même ces petits twists à lui qui lui donnent une personnalité. Premièrement, le fait que c'est toujours en continu. Donc souvent dans un jeu de draft, on est habitué on pioche tout le monde un certain nombre de cartes, on en choisit une, on passe les cartes restantes aux voisins et on fait rouler notre main de cartes comme ça jusqu'à temps que toutes les cartes aient été choisies. Alors que dans celui-là, on brise un peu ce format-là classique et on va avoir un jeu qui se joue en continu. Donc le fait qu'on choisit une carte, on donne notre main au voisin, après ça on repige une carte, fait qu'on va toujours choisir une carte parmi 5. Puis ce système-là est quand même ingénieux parce qu'il y a 4 types de cartes, donc il y a 4 pioches différentes. Et à chaque tour, je vais décider où je prends ma 5e carte. Est-ce que je veux rajouter une carte cible? Est-ce que je veux mettre une carte contrat? Essayer d'avoir un objectif qui fit avec les choses que j'ai capturées. Fait qu'on va essayer de pousser notre chance comme ça avec la carte qu'on va tirer pour remplir notre main à 5. Puis après ça, on va faire notre choix. Fait que si on a un contrôle sur le type de carte qui va entrer un petit peu dans le mélange puis qui va se promener ensuite. Le fait qu'on vide aussi jamais les mains, ça fait qu'une carte peut faire des fois plusieurs tours de table
Donc on peut, dans ce jeu-là, se dire, ok, cette carte-là, je la voudrais, mais pas tout de suite. Puis là, selon ce que je vois sur la table, les autres, je pense pas que ça va les intéresser. Fait que peut-être que dans 1 ou 2 tours de table, cette carte-là va m'intéresser. Fait que je la laisse volontairement dans la main pour qu'éventuellement, elle me revienne à un moment que, justement, je vais en avoir besoin. Je vais avoir placé une cible qui demande justement cette couleur-là. Puis je sais que c'est une carte qui donnait 3 ou 4 dans cette couleur-là. Fait que ça va me permettre d'avancer ma cible ou même de la capturer, déclencher un bonus et des trucs comme ça. Donc, il y a des petites subtilités dans le gameplay par le fait qu'on choisit la carte qu'on ajoute et le fait que les mains vont toujours se remplir, ce qui fait que les cartes sont jamais épuisées dans nos mains. Donc, certaines cartes vont pouvoir se cacher, se dissimuler, puis éventuellement revenir. Ça fait aussi qu'il faut être très à l'affût de ce que les joueurs sont en train de faire. Parce que quand je vais envoyer mes cartes à un autre joueur, ben, si je lui envoie la carte qui permet de faire sa grosse capture, ou si j'envoie une carte de contrat qui est vraiment payante parce que capturer vraiment toutes les cibles qui sont demandées sur la carte, ben, ça me porte, moi, à devoir faire des décisions dans ce sens-là pour contrer mes adversaires. Donc, tu peux avoir des fois à te dire cette carte-là, je vais la vendre juste pour pas que mon adversaire l'aie parce qu'elle est trop bonne pour lui. Puis vendre une carte, au final, c'est positif pour toi parce que ça va te donner un crédit. Puis éventuellement, tu vas pouvoir activer soit des cartes caisses ou des cartes droïdes qui sont très intéressantes pour venir t'aider à finir tes captures parce que les droïdes n'ont pas de salaire. Hein? Donc, on n'a pas de points négatifs comparativement aux chasseurs de primes. Fait que plein de belles subtilités dans le système de draft par le fait qu'il y a plusieurs types de cartes, qu'on en choisit toujours une à ajouter, puis que les mains vont toujours se remplir et rouler autour de la table. Fait que ça fait vraiment une belle dynamique. Pour les côtés négatifs, premièrement, côté matériel, la qualité des cartes, elle est assez moyenne, donc c'est un petit carton quand même assez mince. Puis comme c'est un jeu de draft, on manipule beaucoup les cartes, fait qu'il faut faire attention, ça va se maganer vite, je pense. C'est le genre de jeu qui serait préférable de protéger nos cartes, donc d'ajouter des sleeves. J'imagine qu'il y a des sleeves de ce format-là. Bref, faites attention avec les cartes pour la qualité. Sinon, pour le gameplay, je suis toujours content de voir des jeux de Star Wars parce que souvent dans les jeux de Star Wars, le thème il est bien utilisé, on le ressent en jouant. Puis dans celui-là, ben, pas pantoute en fait, pas ou presque pas. Je trouve que c'est le jeu de Star Wars le plus plaqué que j'ai joué. On pourrait être en train de ramasser des légumes, faire une salade, puis ça serait la même affaire, ça serait le même gameplay. Donc le thème de Star Wars, il ajoute pas vraiment à la mécanique de gameplay au final. Puis tu sais, quand on y pense, comme ok, j'ai un objectif qu'il faut que je capture plusieurs fois Han Solo, fait que je suis récompensé pour capturer plusieurs fois la même cible. Ça fait aucun sens au final thématiquement. Mais bon, fait qu'il faut le prendre juste comme un thème esthétique. Si on aime Star Wars, on va aimer les illustrations, les personnages et tout ça, mais on n'a pas un ressenti thématique qu'on peut ressentir comme dans un jeu comme Bordure extérieure par exemple, ou même à la limite dans Star Wars Unlimited avec les effets de cartes qui sont thématiques avec les personnages. On n'a vraiment pas ce feeling-là du thème là, dans Bounty Hunter. Le jeu n'a pas de mode solo, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se développer facilement pour un petit jeu de draft comme celui-ci. Et sinon, on peut quand même ressentir une certaine pression dans le draft, vu qu'on joue tout le monde en simultané. Si on est le joueur justement qui analyse un peu plus, puis qui regarde un peu plus ce que ses adversaires font, puis qui prend un peu plus de temps pour choisir sa carte, prend un peu plus de temps pour décider quelle carte il veut acheter, ou il veut vendre, et etc. Ben souvent les autres joueurs vont attendre après toi, puis ça peut justement causer une petite pression de ok, comment là, joue ton tour, il faut que ça roule, il faut que ça aille vite. Parce que c'est un jeu qui peut te demander des petites réflexions, parce que justement, les petits twists du draft, comme on disait tantôt, le fait que les cartes vont tourner, le fait qu'on choisit une carte à ajouter, il faut regarder un peu ce que les autres font. Fait que le joueur qui prend le temps d'analyser va avoir besoin de ce temps de réflexion-là, mais le joueur qui joue peut-être un peu plus casual, lui, va choisir sa carte, il va jouer vraiment vite. Alors, ça peut créer des fois des petits déséquilibres de devoir attendre les autres joueurs. Fait que ça dépend vraiment avec le style de joueur avec qui vous allez jouer. Somme toute, Star Wars Bounty Hunter, c'est un petit jeu de cartes très sympathique. Je vais lui donner une note de B-. Donc un bon petit jeu que j'ai trouvé le fun. J'ai trouvé qu'il se démarquait quand même des autres jeux de draft par le fait que la main de carte se remplit tout le temps à 5 et que les joueurs ont le choix décisionnel du type de carte qu'ils vont rajouter dans leur main. Fait que tu as un petit côté pusher lock aussi qui s'installe, mais tu as un côté stratégique que tu peux justement espérer qu'une carte revienne à toi dans 1 ou 2 tours de table parce que tu sens qu'elle n'est pas nécessaire pour les joueurs. Fait que tu peux aussi tenter ta chance avec ça. Bref, il y a des petits éléments. C'est un jeu qui se joue rapidement, 20-30 minutes maximum, on va avoir joué une partie et ça, peu importe le nombre de joueurs.
Fait que je pense que ça a fait un beau petit filler entre deux parties ou en début, fin de soirée. Ça peut bien finir une soirée de jeu. Puis c'est le genre de jeu que je vais pouvoir traîner en animation qui s'explique quand même rapidement. Puis je pense que les gens vont trouver très sympathique. Ça devrait arriver très bientôt dans vos boutiques favorites. Donc d'ici, ça devrait sortir dans le mois de mai 2024. Donc soyez à l'affût, ça va arriver bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner le gagnant du concours du lundi du mois précédent et on va lancer un nouveau concours du lundi pour le mois de mai 2024 dans lequel vous pourrez gagner une copie de Star Wars Bounty Hunters. Donc, la gagnante du mois précédent pour le jeu Far Away, il s'agit plutôt de Marie-Perle Lefebvre. Donc, félicitations. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse te faire parvenir ton jeu. Pour le concours du mois de mai 2024, c'est très simple. À chaque lundi, vous allez avoir une question du jour dans la vidéo. Et si vous répondez à cette question du jour en commentaire YouTube, vous allez enregistrer une participation. Et à la fin du mois, en fait au début du mois prochain, on va annoncer le gagnant ou la gagnante dans la prochaine vidéo. Donc, la question du jour est la suivante. Qui est votre chasseur de primes favori dans l'univers de Star Wars? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram, à Professeur Board Game. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.